Une session sur la sieste. C'est pas commun, mais c'est pour ça que vous êtes au Houillard. Donc, on a le docteur Dépile Duval qui nous vient d'Évreux, qui a offert part de son expérience aux urgences notamment. Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de la JAR de m'avoir invité à vous parler de la sieste. Alors, je ne voudrais pas être cruel, mais parler de sieste à des anesthésistes, c'est quand même, moi qui suis urgentiste, une évidence. Alors, pourquoi il faut mettre en place la sieste, que ce soit dans un service d'urgence ou dans un service d'anesthésie-réanimation? Eh bien, d'abord, pour être un patron sympa. Je suis chef de service, c'est cool. Mes docs, ils m'aiment bien, mes soignants m'aiment bien. Pourquoi? Parce que j'ai mis la sieste, évidemment. Pour être à la mode, hein, ça permet de faire du buzz sur les réseaux sociaux. Bon, il ne faut pas se louper pour glander, ça c'est la vision de tout le reste de l'hôpital. Si on a mis la sieste, c'est uniquement parce que c'est bien connu, aux urgences, on ne fourre jamais rien. Et donc on a le temps de glander, puisque, comme vous, nous sommes un travail en garde, et donc nous avons la chance, comme disent nos collègues, d'avoir un repos de sécurité. Mais c'est aussi une autre question, c'est pour être productif. Et ça intéresse beaucoup plus les administrateurs. Alors je vous ai mis un petit exemple. Finalement, comme mon collègue précédent, tiré de la médecine vétérinaire. On sait que masser les vaches laitières, ça augmente leur productivité. Alors, je vous incite pas à masser les infirmières ou vos collègues. Hein. Ça peut améliorer leur production en lait, mais ça ne va pas avoir un intérêt délirant sur le service. Oui, j'ai plein de femmes enceintes dans mon service. Et puis surtout, ça limite les risques d'erreur. Parce que, mine de rien, quand on est fatigué, on est moins performant. Alors, voir tout ça. Pourquoi on va mettre la sieste aussi? Parce que c'est connu, on a une période d'hypovigilance. Au bout de 4 heures de travail, on l'a tous, on a le petit coup de barre. Eh bien, ce petit coup de barre, il apparaît systématiquement. On ne peut pas y échapper. Et puis, il y a des risques cumulatifs chez nous. Vous comme moi, nous travaillons la nuit, nous travaillons sous pression, on travaille de façon imprévue. Voilà, le bloc qui arrive en urgence. Tout ça, c'est des choses qui vont désorganiser et vont impacter sur le travail au long terme. Alors, voilà justement pourquoi on va faire la sieste, parce que, je vous le disais, on va limiter les erreurs. Hein, il y a une étude qui a été publiée dans le JAMA, comme quoi, quand on est fatigué, on fait des erreurs. Alors finalement, on n'invente rien dans toute cette histoire de sieste. C'est évident, tout le monde sait que quand on est crevé, on va faire une erreur. Ça va aussi, la fatigue, ça va générer des tensions. Quand on est fatigué, on est moins patient avec ses collègues, moins patient avec les patients, on a tendance à envoyer chier les gens. Et puis, il va s'insérer une fatigue chronique qui va générer du burn-out, qui va faire que certains vont arrêter leur spécialité uniquement parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont épuisés sur leur travail alors qu'ils aiment ce qu'ils font. Et bien ça, c'est une vraie perte. Donc je vous disais, ça augmente la productivité, mais ça augmente aussi l'attractivité. Parce qu'un service qui est sympa, un service où on prend soin de ses soignants, c'est un service où on a envie d'aller travailler. Alors, vous serez moins sensible sur le sujet que les urgentistes, mais quand je déprime régulièrement les cadres infirmiers ou même les infirmières, la rotation d'une infirmière dans un service d'urgence, c'est 2 à 3 ans. Nous, c'est 5 à 10. C'est quand même qu'il y a un truc. Les gens, ils sont bien, ils sont heureux de venir travailler. Eh bien, la sieste fait partie de ces éléments qui vont attirer des personnels dans le service. Alors finalement, la sieste, c'est vachement bien. Ouais, mais non. Non, parce que tous les médecins et les infirmières, encore plus, vont renoncer à la sieste parce que ce n'est pas dans la culture. Notre culture médicale, elle est horrible. On considère que pour être un bon médecin, alors tous vos chefs vous l'ont dit déjà, de base, on est chez les jeunes anesthésistes réanimateurs, donc de base, les jeunes sont feignants. Ça, tous les PU, tous les chefs de service quasiment, nous l'ont sorti à un moment ou à un autre. Et donc on se dit, ah oui, mais moi de mon temps, on faisait 48 heures d'affilée. Ouais, c'est bien, c'était de mon temps. C'est fini ça a changé. Et la question c'est darwinien. Est-ce que nous voulons être des dinosaures ou est-ce que nous voulons progresser? Je vous rappelle que les dinosaures ont quand même mal fini techniquement. Donc comme moi j'ai bien l'intention de rester à mon poste pendant encore quelques années, je vais plutôt m'adapter. Et puis voilà, il y a ce sentiment de culpabilité. Pendant que moi je bosse, pendant que moi je fais la sieste, les autres ils bossent. Oui, mais c'est pas grave, puisque ça va être chacun à son tour. Et donc, toi tu bosses à ce moment-là pendant que moi je dors, mais d'un autre côté, 2 heures plus tard, ça va être le contraire. Donc c'est équitable. Donc il n'y a pas de souci. Alors qu'avant, on l'a tous eu, il y avait un collègue qui était crevé, qui avait fait la sieste planqué dans un coin, puis on se dit, grosse feignasse, tout ça. Voilà,
parce qu'il est tout seul. Mais à partir du moment où c'est partagé par tous, la culpabilité disparaît. Alors le problème, c'est nos grades papier qui sont au-dessus. Alors eux, ils n'y comprennent rien. Hein. Enfin, d'abord, de toute façon, vu leur niveau d'études, le directeur hospitalier, on ne peut pas leur demander non plus de tout comprendre. Ah oui, il faut brûler le HESP. Hein. Alors, ils ont une peur, c'est de payer pour rien. Parce qu'un docteur qui dort, ce n'est pas un docteur rentable, on ne fait pas des actes, tout ça, ça ne sert à rien. Parce qu'ils n'ont pas compris un truc de base. Ils n'arrêtent pas de nous parler de lean management, mais le lean management, ils n'y ont rien capté. Dans le lean management, il faut standardiser les tâches, il faut améliorer la productivité, mais surtout, dans le vrai lean japonais, ils ont oublié un détail, il faut être heureux. Parce que quand on est heureux, on travaille bien. Et en fait, cette sieste va améliorer la productivité. Et ça, quand ils auront compris ça, ils se jetteront sur le truc. Alors, pour la petite question qui va se poser, c'est comment avez-vous fait avaler ça à vos administratifs? Alors moi, c'est très simple. En fait, j'ai mis la sieste, ils ont accepté, pour la simple et bonne raison que je ne leur ai pas demandé. Donc à partir du moment où on ne leur demande pas, forcément, ça passe bien. Ce qui se passe dans le service ne regarde que moi et mes équipes, et pas les administratifs. Alors parlons un peu de la fatigue. Alors, la fatigue, hein, c'est physiologique. Ça marche en cycle, comme le sommeil. La veille et le sommeil marchent tous les deux en cycle. Tout le monde le sait, on a un coup de barre en postprandial entre 14h et 16h, et puis on a un autre coup de barre en nuit profonde. Et puis, ces cycles, c'est important pour mettre en place la sieste. C'est que ces cycles, ils vont induire des portes du sommeil. Vous l'avez tous vécu, la porte du sommeil. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez un petit coup de barre, vous êtes crevé, ça dure 15-20 minutes, et après, ça passe. Et bien, ce coup de barre, il faut l'écouter. C'est le moment où l'endormissement va être facile. C'est ce cycle-là. Et donc, il va falloir aller faire sa pause à ce moment-là. C'est une question d'organisation, mais ça se fait. Alors nous, c'est facile parce que c'est très déstructuré, les urgences, donc de toute façon, c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon moment non plus. Donc, ça se fait. Alors, voilà, rapidement, la fatigue, hein, je vous rappelle, il y a deux types de fatigue. La fatigue aiguë, la fatigue chronique. La fatigue aiguë, hein, c'est celle où vous avez bossé toute la journée, vous êtes crevé, vous en avez marre. Voilà, une bonne phase de repos, et vous allez récupérer. La fatigue chronique, c'est plus insidieux. C'est quelque chose qui va mettre des semaines, des mois à s'installer. Mais c'est lié à ces épisodes de fatigue aiguë sans récupération entre deux. Et puis, ça va favoriser plein de troubles, notamment des troubles psychologiques. Voilà, alors, je vous rappelle, hein, les anesthésies, je crois que c'est dans le plus fort taux d'addiction des professions médicales. Cherchez pas pourquoi. C'est pas parce que les drogues sont facilement accessibles, hein. C'est juste parce que la fatigue chronique s'installe et que c'est une vie difficile. Alors, bon, les conséquences de la fatigue, ça, je vais pas laisser rapidement, mais voilà, la privation totale de sommeil, hein, on le sait, 48-72 heures, au bout de 72 heures, ça a été fait, la CIA a beaucoup travaillé dessus, au bout de 72 heures, le patient meurt. Voilà. Oui, car en torture, ça s'appelle un patient aussi. Le patient, c'est celui qui souffre. Les fatigues chroniques, hein, voilà, ça va entraîner tous les désordres psychologiques, tous les désordres psychiatriques que peut rencontrer dans nos professions. Et puis, ça a aussi un impact important. Il y a des pathologies cardiovasculaires, il y a des troubles cognitifs, la somnolence au volant. Je ne vous l'ai pas remis, nous on a un interne, c'est certainement aussi ce qui a favorisé la chose, qui enchaînait les gardes à fond, qui a fait une soirée d'internat, il n'a pas picolé, il est venu prendre sa garde le matin, il n'est jamais arrivé à sa garde. Il est mort sur un rond-point, parce qu'il s'est endormi sur le rond-point, probablement. Et avec une voiture qui faisait pas de... C'est une vieille bagnole qui ne faisait pas de la performance. Hein. Il s'est endormi au volant, il est mort à 24 ans. C'est des choses qui ne doivent pas arriver à cause de la fatigue dans un service. Et puis, pour les femmes enceintes, féminisation de la médecine, hein, c'est bien d'avoir des femmes enceintes, c'est bien pour un service. Mais ça serait bien qu'elles puissent aller vivre une grossesse sereine, sans complications, et qu'on aménage le temps pour elles. Et donc, cette gestion de la fatigue, elle est importante, parce qu'en plus, ça va entraîner des complications pour leur grossesse. Et ça aussi, c'est un calcul à court terme des chefs. Allez, on fait travailler les femmes enceintes à mort, etc. Bilan, au bout de 3 mois, ça s'arrête. On aménage les horaires de travail, à dur jusqu'au congé mater. Je ne suis pas un grand empathique, hein. Je suis juste un productif. Alors voilà, plein de contre-mesures possibles pour cette sieste. Vous avez des mesures immédiates, hein, vous avez des mesures de prévention, vous avez des mesures de récupération. Voilà, avant, pendant, après. Ça se gère tout le temps, la fatigue. Et si vous voulez devenir de vieux anesthésistes,
il faut la gérer tout le temps. Regardez le problème. Alors, chez vous, ça s'entend moins, mais chez nous, vous avez des syndicats qui disent en gros, après 45 ans, il faut arrêter médecine d'urgence, il faut aller faire médecin généraliste. Alors bon, si je fais ça, je commence à approcher des 45 ans, autant vous dire que la population locale va diminuer brutalement, parce que je ne connais rien en médecine générale. Donc le problème, comme je ne sais rien faire d'autre que de la médecine d'urgence, il va falloir que je m'adapte, il va falloir que j'imagine de continuer plus loin. Alors pour ça, on prépare la garde. Qu'est-ce qu'on fait avant la garde? Eh bien, on détermine ses besoins en sommeil. On est tous différents. On a tous des besoins en sommeil qui sont différents. Eh bien, pour mesurer vos besoins en sommeil, c'est en vacances, vous regardez à quelle heure vous réveillez spontanément, à quelle heure vous vous couchez spontanément. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça vous permet de déterminer de combien vous avez besoin de sommeil. Alors, vous le prenez au milieu des vacances, comme ça, vous avez eu votre phase de récup, vous êtes bien, vous êtes détendu, tout va bien. Eh bien, là, vous saurez de combien vous avez besoin chaque nuit. Des règles de base. Alors, on se lève et on se couche à la même heure. Vaut mieux se réveiller, s'imposer une heure de réveil que s'imposer une heure de coucher. C'est plus efficace. Les signaux du sommeil, c'est ce que je vous ai dit, quand c'est la porte du sommeil, c'est le moment. Ben, on va se coucher. Des routines. Manger léger, éviter les excitants. Alors, les urgentistes et les anesthésistes sont café, thé, coca. Alors, j'ai fait une étude dans notre service. On est en moyenne à 3 fois la dose toxique en caféine. Voilà, sur 24 heures, il y en a qui arrivent à 4 ou 5 grammes de caféine par 24 heures. Moi, je suis client gold de chez Nespresso. Voire même platinum, ils m'offrent des cafetières tellement j'en consomme. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, éviter les stimulations visuelles. Les écrans, les choses comme ça, tout ça, avant le coucher, c'est pas bon. Voilà. Alors, l'activité physique, c'est parce qu'au départ, le protocole qu'on a utilisé, il vient des militaires. Alors, vous avez vu mon physique magnifique de militaire. Voilà. Alors, les pompes avant de se coucher ou au réveil, bof, c'est quand même pas terrible, c'est bien pour les soldats. Moi, je suis officier, je fais pas les pompes avant de me coucher. La chambre, voilà, c'est aussi un lieu important. Utilisez vos chambres pour vous reposer. Évitez les animaux domestiques. Évitez la lumière. C'est un truc tout bête. Dans les chambres de garde, comment sont aménagées vos chambres de garde? Réfléchissez-y. Nous, on avait un truc, on avait des superstores qui avaient été mis en place qui laissaient passer la lumière. 5 heures du mat, en été, il fait jour. Eh bien, on a juste changé les stores. On a mis des stores occultants. Ça change la donne. On n'est plus réveillé. On dort complètement pendant la période qu'on s'est fixée. Le matelas. On avait un matelas de type sandwich SNCF. On est passé à un matelas épais. Surtout que le sommier derrière, il n'est pas terrible. Et bien tout ça, c'est des petites choses, mais qui vont améliorer la qualité de votre vie et améliorer votre qualité de garde. Quitte à ce que vous reposiez, parce que c'est pas non plus, les administrateurs, ils font croire que vous dormez 8 heures pendant la garde. Non, pour les urgences, parce que les anesthésistes, si, on sait que vous dormez 8 heures. Et nous, non. Donc voilà, ces choses-là, c'est important. Alors, dans les bonnes idées que vous pouvez faire, c'est le retour c'est avant les gardes. C'est de prendre des petites siestes. Voilà, faire la sieste 1 heure en début d'après-midi, quand vous êtes de repos, c'est une bonne idée. La grasse mat, par contre, c'est pas la bonne idée. Plus de 2 heures, ça sert à rien. Ça va vous décaler. Et pour préparer votre garde le lendemain, vous allez vous retrouver complètement décalé dans votre physiologie. Et vous n'avez pas récupéré tant que ça. Faire une grosse grasse mat le dimanche après une semaine de boulot, ça ne récupère pas pour de la fatigue chronique. D'accord? Ça va juste vous récupérer un peu en aigu et point final. Mais pour le chronique, ça ne va pas changer la chose. Alors, pendant la garde, comment est-ce qu'on peut organiser sa garde pour pouvoir dormir? Bien, je vous disais, les siestes. Nous avons protocolisé ces siestes dans le service. On a 3 types de siestes. Alors, la sieste courte, c'est une sieste de 20 à 30 minutes. Ça correspond à... donc, 20 à 30 minutes, c'est le temps de sommeil. En fait, ça fait 45 minutes au total, la pause. Parce qu'on a 20 à 30 minutes de sommeil effectif et 15 minutes de réveil. Cette mini-sieste, ça va permettre de récupérer vos fonctions cognitives. Nous, c'est la sieste qu'on fait l'après-midi, quand on est de 24 heures. Les médecins de 24 heures vont, à tour de rôle, faire une sieste, une pause de 45 minutes. Alors, pourquoi 45 minutes alors qu'on a dormi 30? C'est parce que dès lors que vous dépassez un certain temps de sieste, vous avez une phase d'inertie. Et globalement, pendant les 10 à 15 minutes qui suivent le réveil, vous ne devez pas prendre de décision. Vous risquez de tuer le malade. Eh oui, on ne prend pas de bonnes décisions quand on vient de se réveiller. Ensuite, vous avez la sieste longue. Ça, c'est celle qu'on fait nous la nuit.
60 à 90 minutes. Pareil, grosse inertie après. Alors elle va permettre de récupérer les phases cognitives et physiques. C'est vraiment la sieste reposante. Pareil, donc je vous dis, ces 15 minutes d'inertie vont générer une impossibilité à prendre des décisions. Alors, quand vous êtes tout seul, effectivement, c'est gênant. Mais quand on est deux, ça permet de faire des rotations. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche chez nous. Comment ça marchait, déjà? Vous aviez 2 médecins de garde en même temps qui bossaient toute la nuit. À 5h ou 6h du mat', la salle d'attente est enfin vide, ils vont se coucher en simultané. Et là arrive une urgence vitale. Forcément, le mec arrive avec son infarctus typique. Et il y en a un qui se relève. Vous avez dormi 15-20 minutes, on vous arrache du pieu et on vous colle devant un malade qui ne va pas bien. Imaginez, pour l'anesthésie, un choc hémorragique, une rate qui arrive comme ça, à l'arrache, larguée, alors pour les fans de l'hôpital Lariboisière ou autres, larguée devant la porte des urgences et la Mercedes qui se casse. Eh bien ça, c'est un malade qui est à risque. Vous allez sortir de votre sommeil, vous allez devoir prendre des décisions. Avec, clairement, la tête dans le cul. Comment allez-vous prendre des décisions valables dans ces conséquences-là? Bref, nous avons changé le système. 2h du matin, il est obligatoire d'aller se coucher. C'est réglementaire dans le service. Un des 2 médecins va se coucher, pendant que l'autre reste sur le pont. 5h du mat', on se fait une transmission de dossier, parce que maintenant c'est devenu suffisamment agité les urgences pour que même la nuit on se fasse des trans. Et puis le deuxième se lève, se réveille, vient prendre les transmissions, et le deuxième part se coucher. L'intérêt de ça, c'est que vous avez toujours un médecin debout, quoi qu'il arrive. Donc vous avez toujours un qui est frais. S'il a besoin de renfort, il fait appel à son collègue. Le temps que le collègue se réveille, le collègue il servira, c'est les bras. Il va mettre le drain, il va faire un truc où il n'a pas besoin de réfléchir beaucoup. C'est l'autre qui réfléchit et c'est celui qui est debout qui prend la décision. Eh bien ça améliore la sécurité du patient. Et puis le dernier truc, la dernière de nos siestes, c'est la micro-sieste. La power nap, 10 minutes. Ça, c'est de la recharge rapide. C'est vraiment le chargeur de batterie. Ça ne se fait jamais dans un lit, parce que psychologiquement, on se dit que dans un lit, on est parti pour dormir. En gros, c'est à peu près le même système que la sieste en vitesse dans la chaise longue, où vous vous réveillez spontanément. Alors, il y a des techniques. Ça, par contre, ça nécessite de l'apprentissage. Il faut s'entraîner. L'auto-hypnose, ça marche très bien pour ça. Moi, j'utilise la technique qu'on appelle DALI, les clés dans la main. Vous avez le relâchement musculaire. Au moment où vous avez le relâchement musculaire, vous lâchez les clés, un bon bac métallique en dessous, ça vous réveille. Eh bien, l'idée, c'est ça. La micro-sieste, c'est d'aller jusqu'à ce relâchement musculaire et pas plus loin. Vous n'êtes pas rentré dans votre cycle profond de sommeil, vous êtes juste rechargé. Moi, j'utilise, vous voyez là, un journaliste qui m'avait pris en photo pour un nombreux articles, mais quand le SMUR m'appelle en disant, voilà, j'arrive avec un malade, souvent, il a 20 à 30 minutes avant d'arriver. Eh bien, je fonce me faire une micro-sieste, ce qui fait que moi qui ai vu 40 malades dans la journée, à 3h du mat', je suis plus frais que le mec qui a fait 3 sorties en 24 heures. C'est quand même pas mal. Et celle-là n'a pas d'inertie. C'est une sieste courte. Vous la faites, vous rechargez, vous revenez, vous êtes frais, vous êtes clair. Ça peut se faire en attendant une biologie, ça peut se faire en faisant plein de choses. Et alors celle-là, la power nap en anesthésie au bloc, c'est clairement un truc qui peut se faire. Alors comment on peut faire ça au bloc? Eh bien, on va prendre un exemple. Les pilotes, sur les longs courriers, ils travaillent en binôme, pilote-copilote. Il y a du roulement d'équipage. Alors pour les équipages civils, pour les équipages militaires, c'est un petit peu plus compliqué. Ils font aussi du roulement, mais alors les conditions de repos, imaginez que dormir à l'arrière d'un transal, ce n'est pas l'idée la plus brillante qu'on peut avoir. Et puis voilà, ils ont des signes. Dès lors qu'ils ont un manque de concentration ou qu'ils ont des douleurs dans les nuques, et la tête qui tombe, ce que les Québécois appellent taper le clou. Ben, c'est ça, quoi. Quand vous avez la tête qui commence à faire le marteau, c'est pas bon. Et bien ça, c'est le moment où il va falloir se mettre en sieste contrôlée. Et regardez bien la procédure des pilotes. 40 minutes avant le décollage, plus personne ne dort. Enfin, avant l'atterrissage. Pareil, inertie au réveil. On s'arrange pour faire un atterrissage avec les 2 membres d'équipage réveillés pour être opérationnels. Alors vous me dites, ouais, c'est les pilotes. Et au bloc, il y a un binôme anesthésie-TIAD. Il y a des roulements, on peut organiser des roulements entre les blocs. Voire même un roulement sur le même bloc, on peut se passer le malade.
Sur une chirurgie longue, rien ne s'empêche de se transférer un malade, d'avoir 2 équipes qui gèrent le même malade. Les signes annonciateurs, c'est les mêmes. Quand je sens que j'ai un coup de barre, c'est le moment où je dois passer la main. Vous faites une sieste contrôlée et au minimum, on se réveille 40 minutes avant la fin de la chirurgie. Quelle différence y a-t-il entre un cockpit d'avion et un bloc opératoire finalement? Pas tant que ça. Vous pouvez travailler en équipe. Vous pouvez gérer cette fatigue pendant le bloc. C'est juste une question d'organisation et surtout, une question de volonté. Si vous voulez, vous pourrez. On trouve toujours des excuses pour ne pas le faire. Ce sont généralement de fausses excuses. Imaginez bien que nous, les excuses, on les a eues. Hein. Ouais, mais s'il y a un patient grave, ok, alors les urgences, 20% de patients graves, 80% de j'ai mal au genou depuis 6 semaines. Alors mal pendant 6 semaines et 1 heure. Voilà, c'est pas grave. Je suis pas encore, mon informatisation est défaillante, du coup j'ai encore du dossier papier. J'ai 2 colonnes. Niveau 2-3, niveau 4-5. Le 1, il va directement en salle. Je regarde, en fait, j'ai une HLH. Je ne vois que le niveau 2-3. Eux, ils sont urgents. Les autres, ils sont pressés. 2 choses différentes. Bon, vous avez des gens pressés, ça s'appelle les chirurgiens. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, en pratique, comment on fait? Il faut prévoir une pièce au calme. Puis c'est un respect mutuel, c'est-à-dire qu'on ne débarque pas en faisant du bruit. Voilà, on a un collègue qui est en pause, on respecte sa pause. Alors, vous avez toutes les techniques. Soit les petites capsules, alors ça vaut, je crois que ça se loue à 500 € par mois. Ça, c'est pour les gens qui sont dans le privé. Puis pour les gens qui sont dans le public, voilà, il y a 2 techniques. Nous, on a mis les fat boys. On a 2 gros fat boys dans le service qui permettent de faire des micro-siestes avec des casques, de la luminothérapie. Le budget de ça, c'est moins de 500 €. Pour moins de 500 €, vous avez aménagé une pièce qui est capable de faire de la sieste. C'est quand même pas bien cher. On est médecin, on a un salaire qui est quand même raisonnable, même les assistants. Un Mac démontable, comme mon collègue s'est acheté, ça ne coûte pas une fortune chez Decat. Vous achetez ça, ça vous permet de faire une petite sieste dans un coin, ça se déplie, ça se replie en quelques minutes. Eh bien, c'est une affaire qui vous permettra d'aménager votre repos. Et alors, après la garde, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien, ok, on a fini la garde, on est reposé après la garde. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rentrer. Déjà, truc de base, c'est évident. L'idéal, c'est le transport en commun ou le covoiturage. Voilà, dans la mesure du possible. Nous, on favorise extrêmement le covoiturage dans le service. Parce que rentrer à 2, c'est quand même pas pareil. Les lunettes de soleil. Alors ça, c'est le truc à la con. On rentre systématiquement avec les lunettes de soleil pour conducteur passager. Parce que vous avez limité le blocage de la sécrétion de mélatonine. Et du coup, comme vous allez rentrer, votre endormissement va être plus facile. Vous allez avoir moins ce réveil pour ceux qui ont du trajet un peu long que si vous êtes en pleine lumière. À 2500 lux, la mélatonine, elle est bloquée. Fin de l'histoire, l'endormissement, on revoit. Et puis, immédiatement après, vous allez faire une sieste longue. Dès que vous rentrez. Puisque vous avez vos lunettes de soleil, tout ça, votre mélatonine, vous êtes relativement réveillable. Vous allez éviter le café juste avant de partir. Par contre, vous pouvez prendre le café en arrivant. Alors, j'en ai pas parlé dans les diapos, mais curieusement, prendre un petit café avant de s'endormir, c'est pas mal pour une sieste courte. Parce que la caféine, c'est un médicament comme un autre. Ça n'agit pas magiquement tout de suite. Mais vous allez vous endormir et le temps que la caféine agisse, elle va vous réveiller au bout d'1 heure. Truc tout bête. La sieste caféinée, c'est un classique. Nous, on a même essayé les gélules de caféine désarmées. C'est un truc génial. 600 mg de caféine LP, ça vous maintient réveillé. Et, j'ai fait ça en post-garde, c'est un enfer. Alors, et puis on se couche à l'heure habituelle. Parce que le problème, c'est que si vous rentrez, vous dormez 8 heures, le soir, la patate. Donc vous allez vous coucher à 3 heures du mat. C'est-à-dire que vous allez décaler au fur et à mesure tout votre rythme. Et là, vous allez tomber dans la fatigue chronique. Nous, on a un marqueur sur cette histoire de rentrée. J'ai posé la question à mes docteurs. Avant, régulièrement, en sortant de garde, ils étaient obligés d'aller se coucher avant de partir, ou voire même ils s'arrêtaient sur une aire d'autoroute pour dormir. Depuis qu'on a mis la sieste en place, 0 arrêt, 0 accident. Ça, c'est de la qualité de vie au travail. Alors, je vous parle de la sieste, c'était le gros buzz. Voilà, j'ai cultivé largement ce buzz, mais il n'y a pas que ça dans la vie. En fait, la qualité de vie au travail, c'est multimodal. Voilà. On a la sieste. Nous, on est en train de travailler sur les plateaux de garde. On est en train de chercher un chef pour faire... c'est Gustave Roussy, vous avez fait ça pour les patients. Alors, n'oubliez pas, pareil, les infirmières, ils avaient fait grève il y a 20 ans. Ni bonne, ni nonne, ni conne. Bon, c'est raté, on est toujours dans la même catégorie. Parce que quand vous parlez de qualité, tout ça, tout le monde voit le patient, le patient, le patient. Par contre, les soignants, on s'en fout. Alors, il y a les hôpitaux, ils font des plateaux avec des chefs pour les patients.
Par contre, le soignant, il a toujours la barquette. Alors ceux qui ont la PHP, j'ai une pensée particulière pour ceux de la PHP, où vraiment c'est quand même le top du top de ce qui peut être mangeable. Mais voilà, c'est important. Le temps hors clinique récréatif. C'est bien de faire des protocoles, des réunions à la con, mais trouvez un truc à la méthode Google. Faites quelque chose de hors clinique qui vous amuse. Pour votre chef, c'est valable. Là, c'est un de nos assistants. Il est motard. On a testé une moto SMUR pendant 15 jours. Il s'est fait du hors clinique, il s'est éclaté. Alors, il a bouffé de leur sup à mort, mais c'est pas grave. Il s'est amusé. Il était heureux de venir faire ce protocole. On a des journées de cohésion. Alors ça, on fait ça, nous, avec la base aérienne, puisque je suis officier de réserve. Voilà, là, c'est une de nos assistantes qui manipule le FAMAS. Voilà. Alors, on a mis en place avec les armées aussi un truc qui sont les TOP, les techniques d'optimisation des potentiels, de la sophrologie pour soldats. Tous les matins, une petite séance de TOP. On se fait une petite séance de sophrologie, voilà, avant de commencer la journée, nickel. À l'UHD, on est en train de mettre en place l'éveil musculaire. Les aides-soignantes, avant d'aller tourner les vieux à l'UHD, allez, un petit coup de chauffe. C'est bien, les gens, ils sont heureux de travailler. Et puis les chefs, ils n'ont pas d'arrêt de travail, c'est cool. Et puis l'important, c'est créer un esprit d'équipe. Voilà, on est une équipe. On est solidaires entre nous. Chez les docteurs, c'est compliqué, la solidarité. Mais soyez solidaires. Non seulement ça améliorera votre qualité de vie au travail, mais en plus, vous serez intouchables. L'administration, les autres services pourront faire ce que vous voulez. Vous êtes une équipe, vous êtes une unité. Je suis très militaire, mais la cohésion, c'est important. Vous voyez, là, on va les emmener faire du parcours de combat avec les armées. Alors, ils ont moyennement confiance parce qu'ils vont faire une marche de nuit. Ils me soupçonnent d'être capable de prendre un FAMAS avec des balles à blanc et de leur faire un tir de nuit au milieu des tentes. C'est une idée jouable. Et puis, pour le grand public, n'oubliez pas. Si on vous dit « Ah ouais, vous êtes feignasse, vous faites la sieste », ouais, mais c'est parce qu'un soignant reposé, c'est un patient en sécurité. Clairement, vous communiquez là-dessus. Quand vous êtes reposé, vos patients sont en sécurité. Nous, on a communiqué à mort là-dessus. On n'a pas un patient qui a dit « Bande de connards, vous allez faire la sieste ». Ben non, puisque comme on fait la sieste, on va bien vous prendre en charge. Puis en plus, on va plus vite. Ils sont heureux. C'est un peu de l'hypnose aussi. Voilà. Alors, si vous voulez un peu de lecture, vous avez une petite revue locale, le BMJ, qui a publié un truc là-dessus, sur comment on fait la sieste. Alors, pour ceux qui ne sont pas très anglophones, je l'ai traduit, si jamais vous avez besoin. Il y a le guide pratique des armées sur le sommeil, parce que les soldats, ils savent que le sommeil, c'est important depuis longtemps. On se plaint de nos conditions de vie de travail. Un soldat de force spéciale, c'est en moyenne une mission de 5 jours avec 2 heures de sommeil par 24 heures. Et pas dans un lit. Donc autant vous dire que la pénibilité, eux, ils connaissent ce principe. Et quand ils rentrent dormir, c'est sur une base aérienne. Autant dire qu'il faut qu'ils génèrent des trucs. Et ils ont des armes. Donc c'est bien qu'ils génèrent des trucs sécures. Et puis bientôt, la SAMU Urgence de France va vous sortir un livre sur la qualité de vie au travail. Voilà. Bref, il faut faire la sieste. Donc je ne peux que vous conseiller un suppôt et au lit. Des questions? Vous êtes tous endormis? Non, tout le monde ne joue pas le jeu d'emblée. Parce qu'il y a cette culpabilité. Ah ouais, mais tu comprends, il y a du travail. Alors, j'ai une grande vertu, je suis un homme excessivement démocrate. Je suis un grand chef démocrate. Mon modèle, c'est Napoléon. Donc, c'est un ordre. Point final. Tu vas te coucher et tu discutes pas. Et tu fais pas chier. Et alors, c'est amusant parce que ça, c'est la première fois. La deuxième fois, par contre, il n'y a pas besoin. Parce que le bénéfice, il est tellement important. Tout d'un coup, votre garde, où vous traîniez les pieds à 2 h du matin, vous aviez ras le cul, les malades, vous supportiez pas les malades, et bien tout d'un coup, ça devient sympa. Et en fait, le coup, c'est juste de franchir le pas. C'est comme le parachutisme. Le tout, c'est de franchir la porte. Une fois que vous avez franchi la porte, c'est super fun. Et un de nos meilleurs marqueurs, d'ailleurs, ça a été les infirmières de nuit. Les infirmières de nuit ne reviendraient pour rien au monde sur la sieste du docteur. Parce que tout d'un coup, elles ont un mec qui est sympa, qui discute, qui est cool, qui voit les malades. Et bien, ça change la donne pour elles aussi. Voilà. Alors, les mettre les infirmières de nuit à la mini-sieste, ça, par contre, c'est du sport. Je peux vous dire, on n'a pas fini. On est à peu près à 25% de l'effectif paramédical qui arrive à aller faire la sieste. Ce qui est con, parce que ça ne change rien. Voilà. Mais effectivement, il y a de la résistance. On est doloriste, on aime souffrir. On a le côté, on est encore à moitié bonne sœur. French doctor, ben non, il faut s'occuper de nous. Et une fois que vous arrivez à le mettre en place, c'est une affaire qui roule
Il suffit de le tester pour l'adopter. Est-ce que vous avez évalué la productivité gagnée ou pas grâce à la sieste? Ouais, alors on a regardé le temps d'attente aux urgences, parce que c'est quand même le meilleur de nos marqueurs. Le temps d'attente aux urgences n'a pas changé avec la sieste. Donc vous me diriez, non-supériorité. Bah si, parce qu'en fait l'activité elle a augmenté de 20%. Plus 20% d'activité, un docteur à la sieste, même temps d'attente. Pas mal. Les plaintes, deuxième marqueur. Je fais 60 000 passages par an sur mes 2 unités. J'ai 650 plaintes par an. Alors forcément, tout l'hôpital dit ouais. Alors 650 plaintes par an sur 60 000, ça fait moins de 20% d'activité. Hein. C'est déjà beaucoup plus rentable. Et puis là-dessus, sur ces 650, il y en a une qui a été à la CRCI pour la conciliation, 2 qui ont nécessité une médiation, 0 un tribunal, et tout le reste, juste un courrier. Il n'y a pas d'erreur. Le taux d'erreur a chuté. On n'a pas fait une seule erreur visible. C'est écrit quand vous passez votre serment d'Hippocrate, c'est dit, je ne donnerai pas intentionnellement la mort, ce qui sous-entend que par accident, c'est possible. Voilà, mais non. En fait, voilà, on a réduit notre taux d'erreur. C'est le meilleur marqueur. L'autre marqueur, c'est la rotation des personnels. On n'a pas de rotation de personnel. Les gens restent dans le service parce qu'ils s'y sentent bien. Eh bien, ça, c'est le plus important. Et puis, bon, il faut arrêter de parler des patients. À un moment, il faut s'occuper de nous aussi. Donc, oubliez un peu les patients et vivez pour vous, c'est important. Ouais. Moi, j'ai 2 questions assez rapides, mais comment on pourrait imaginer mettre ça en place à grande échelle? Est-ce que ce serait nous, dans chaque ville, d'en parler, pas forcément aux administratifs, mais au moins aux chefs de service, ou est-ce que vous avez déjà ce retour-là, vous allez en parler autour de vous, déjà? Alors, moi, je vais en parler puisque je suis représentant de SAMU Urgences de France. Donc, du coup, on va écrire un livre sur la qualité de vie au travail et notamment sur la sieste. Le bouquin sur la sieste est déjà dans les clous, je ne l'ai juste pas encore publié. Mais ça parlait que de la sieste, on va faire un peu plus large. Donc, voilà, de notre côté, on va faire ça en national. Le SNFAR, s'ils veulent le document, c'est de l'open source. Moi, ce genre de choses, c'est clairement, je ne garde rien pour moi. Je donne le protocole à tout le monde. Et après, libre à chacun de s'y mettre. Mais ça nécessite une conviction personnelle à chaque fois. Ça ne rentrera pas dans les textes de loi. Et ensuite, partant du principe qu'on ne les a pas dans les services et qu'on n'a pas la sieste de 1h30 la nuit, même si on part du principe qu'on supprime cette sieste-là, est-ce que quand on est tous en repos de garde, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi pour dire qu'on rentre, on dort 5 heures, on est quand même décalqué pendant 2 jours derrière. Est-ce que ce serait bien, même sans sieste la nuit, de faire qu'une sieste longue en rentrant, voire des micro-siestes la journée, mais limiter le temps de sommeil en lendemain de garde à peu et se coucher quand même à la même heure derrière, plutôt que de dormir des heures en rentrant? Oui, alors l'idéal, effectivement, c'est de faire une sieste longue en rentrant et de se coucher à des horaires normaux pour justement éviter d'avoir 48-72 heures où on n'est pas productif. Mais le truc, c'est c'est rouler avec une seule roue sur une voiture. L'idéal, c'est de mettre quand même les 4 roues, et là, au moins, ça marche. Alors, effectivement, la grosse différence par rapport à certains services, notamment de CHU, c'est que moi, je suis chef, mais je suis dans le bain. Je ne suis pas dans mon bureau à faire des 8h, 17h. Je vois des malades, je fais des gardes. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand diplomate ni un grand démocrate, mais du coup, comme Frédéric II de Prusse, le premier serviteur de l'État, c'est le roi. Donc, le premier réquisitionné, c'est moi. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai intérêt à me protéger aussi. Donc, moi aussi, j'ai besoin de ces siestes. Et là, c'est plus facile à mettre en place. Mais il faut avoir pour ça des chefs qui font des gardes. J'adore ce concept du micro. Bonjour. Ma question, c'est plus au niveau des paramédes qui font des... Eux, ils ne font pas souvent 24 heures, c'est souvent 12 heures. Est-ce que pour eux, il y aurait un intérêt aussi de leur proposer de faire des petites siestes, des moyennes siestes ou des grandes siestes? Alors, c'est ce qu'on fait. Les mini-siestes sont recommandées au personnel de nuit. Alors, obligatoire quand je suis là, mais c'est plus dur parce que comme ils sont plus nombreux, je les ai moins à l'œil. Mais oui, on les incite à faire des pauses de 1 heure pour les personnels de nuit. Et pour les personnels de journée, on aménage en fonction des besoins. Alors normalement, le personnel de journée n'a pas besoin de faire vraiment une sieste, mais on a mis en place d'autres systèmes.
Donc on a ces techniques d'optimisation des potentiels, on est en train de travailler sur de la musicothérapie, on a travaillé la réalité virtuelle, voilà, mais un truc qui permet, on leur dit bien, toutes les 4 heures minimum, il faut faire une pause. Voilà, on est en train de mettre une application qui s'appelle Brain Focus Timer, qui est un truc que vous téléchargez sur Google, mais avec des systèmes d'alarme toutes les 4 heures. Voilà, par contre, pendant 4 heures, ils vous coupent le Facebook, vous coupent tout, mais voilà, et par contre, pendant 20 minutes après, vous allez vous reposer. Il faut que les paramédicaux fassent des siestes. C'est indispensable. Il faut qu'ils aient aussi une qualité de vie au travail. Sinon, ils craquent encore plus vite que nous, mais ils ont une résistance qui est largement supérieure aux médecins parce que, clairement, hein, le ni bonne, ni non, ni conne, ils sont restés bloqués dedans. Et pour eux, les infirmiers, ils sont encore bonnes sœurs. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'ils étaient là pour la toute-puissance du patient et puis ne vivre que pour le patient. C'est toute une culture à refaire. On a une dernière question là-bas. Ah, je crois que là, il est mort, le micro. Je crois que le micro, là, il est mort. Ah. Donc, je travaille dans l'administration, bonjour. C'était pour répondre à madame qui demande si on en parle à l'administration. Donc moi, je vous parle du point de vue où je suis. Parlez-nous-en, impliquez-nous dans ces projets-là. Ils sont super intéressants. La qualité de vie au travail, c'est une thématique qui est super tendance en plus. Nous, on peut vous aider pour récupérer justement des subventions pour payer les 3 petits trucs qu'il y a à mettre dans les salles de sieste. Et c'est des choses qu'on peut aussi aider à déployer au niveau de l'établissement et qui ne concernent pas forcément que les urgences, pas forcément que les blocs. Voilà, c'était juste pour vous encourager à vous appuyer aussi sur vos directions pour faire ça. Parfois, il y en a qui sont un peu cons et peut-être qui ne vous entendront pas, mais souvent, quand même, on est quand même assez intéressé pour faire vivre ces projets-là et vous aider. Surtout qu'en plus, c'est des thématiques sur lesquelles on peut répondre à des appels à projets. Voilà, c'est tout. Alors, effectivement, nous, notre DRH, alors, en fait, on a triché parce que notre DRH, elle est psychologue de formation, donc ça a été un peu plus facile à mettre en place. La dame, c'était moins gagné. Et alors, j'ai même connu, comme quoi les mentalités évoluent aussi dans l'administration, j'ai même connu une dame, une direction des affaires médicales, qui nous avait proposé, ah bah, comme vous reposez sur un autre établissement, comme vous reposez en moyenne 2 heures la nuit, et ben, la garde de 24 ans, vous payez 22 heures sur 24. Sympa comme concept. Et, quand même, et puis les 2 autres heures, ça sera de l'astreinte. Bah tiens, tant qu'à faire. Hein. Voilà, mais bon. Les mentalités évoluent. Et puis, comme on devient rare, hein, il faut en profiter. Plus on est rare, plus on a envie de nous garder. Donc, il faut se vendre. Et les administrations, ils ont... Alors, je suis désolé pour vous, hein, je vais être cruel. J'ai pas besoin de l'administration pour vendre, pour bosser. Hein, je peux aller bosser dans le privé, je peux aller bosser partout. Par contre, l'administration hospitalière, elle a besoin de moi pour vivre. Parce que si moi, je ne rapporte pas des actes, le poste, il saute. Donc, le bénéfice, il est mutuel. Oui, je suis méchant avec les administratifs. Moi, j'avais une question, c'était pratique par ici. Ouais. C'était pour les siestes flash qui font récupérer. Comment on s'endort rapidement? Alors, il y a plusieurs techniques. Le plus rapide, c'est clairement la formation en auto-hypnose. Voilà. Alors, c'est assez facile, hein, l'auto-hypnose, ça s'apprend en quelques minutes. En fait, il suffit de passer avec un hypnothérapeute pour apprendre la technique. Voilà, nous, on fait la bulle, une bulle de protection, etc. Ça prend 30 secondes. Après, c'est juste la répéter. La première, votre première power-nap, elle ne sera pas très efficace. Il va falloir 20 minutes avec la clé dans la main pour s'endormir. Et puis, au fur et à mesure, vous allez vous y habituer. Et il ne faut pas se décourager. Voilà, la première ne marche jamais, hein, c'est jamais optimal. Et puis, voilà. Et puis, il faut la faire surtout, pour vous faciliter votre apprentissage, faites-la au moment où vous avez votre porte du sommeil. Les bâillements, la fatigue, les douleurs dans la nuque, là, à ce moment-là, allez, vous y allez, vous vous posez, vous la faites. Première ne sera pas efficace, deuxième sera mieux, troisième sera mieux, et après, vous verrez, vous serez formaté à faire ça, et ça marchera tout seul. Mais il faut juste s'entraîner, et pas lâcher à la première. Merci Arnaud. Merci à vous.